Bonjour et merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre émission Sur la chaise. Sur la chaise, aujourd'hui, nous parlons de la recrudescence de l'insécurité en ville de Goma. Quelles solutions envisager? Et pour en parler, aujourd'hui dans cette émission, nous recevons Thomas Dakemouiti, vice-président de la société civile au niveau national et porte-parole de cette structure citoyenne, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour. Thomas Dakemouiti, nous parlons de la recrudescence de l'insécurité en ville de Goma. Pour le moment, vous êtes en ville de Goma et vous le savez très bien, il y a au moins 2 morts pendant des jours. Les cambistes qui sont toujours la cible de bandits armés, le taximen moto. Alors, vous, comment vous analysez cette situation aujourd'hui alors que nous arrivons à la fin de l'année et nous sommes sous état de siège? Écoutez, avant de commencer l'émission Sur la chaise, permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs de votre émission, mais aussi permettez-moi de présenter toute ma compassion, toutes mes condoléances les plus attristées aux victimes de cette barbarie humaine qui bat son plein en ville de Goma pendant cette période de l'état de siège. Comment analyser la recrudescence de l'insécurité en ville de Goma? Vous parlez de 2 personnes tuées durant les 2 jours passés, mais il faut parler de tout ce qui se passe sur le plan sécuritaire. Les kidnappings, bien sûr. Le kidnapping, il y a un enfant de 2 ans qui a été enlevé il y a 3 jours. Depuis le dimanche, oui, le reste sans suite. Dans le quartier Katoui, précisément sur l'avenue Kilimanjaro. Il y a plusieurs cas de vol à main armée avec le phénomène 40 voleurs. Et donc la situation, elle est préoccupante, si pas catastrophique au niveau de la ville. Et notre analyse, elle est difficile à décortiquer puisque, tel que nous l'avions dit la fois passée, le chef de l'État a décrété l'état de siège sur cette partie du territoire national dans l'objectif de mettre fin à cette insécurité. Mais avant l'état de siège, les Nations Unies avaient également déployé une brigade qu'on appelle la FIB, également pour essayer de traquer les groupes armés et essayer de mettre fin à l'insécurité, ou du moins cette mission qui a plus de 20 ans ici avait pour objectif de protéger les civils. Et tout cela mis ensemble, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, qu'est-ce qui devait être fait avec tous les différents programmes qui se sont succédés ici, programme Amani, programme Umoja, programme Umoja Wao, programme je ne sais quoi. Et tout ça, jusque-là, ne donne pas l'espoir à cette population. Il n'y a pas de résultat. Revenons dans le cas de la ville de Goma. L'autorité urbaine a pris des décisions qui restreignent par exemple l'échangeur de monnaie, de ne pas se retrouver sur les lieux de travail à 17h. Après 17h. Après 17h, les taximens moto. Alors, dites-nous, est-ce que toutes ces stratégies jusque-là n'ont pas payé? J'imagine que toutes ces stratégies n'ont pas payé parce que la première chose est que ces décisions sont prises de manière unilatérale sans se concerter avec toutes les parties prenantes. Et quand vous parlez de parties prenantes? Écoutez, dans les quartiers, il y a ce qu'on appelle les bureaux des quartiers. Il y a des unités de la police qui sont dans les quartiers. Il y a les chefs de quartier, les chefs d'avenue et les Nyumbakumi. Tous ces gens-là
à mon avis, avant de prendre une décision, doivent être mises en contribution. Dans les cas contraires, le chef de l'exécutif urbain peut prendre une décision, mais qui ne sera pas suivie de manière... un suivi de proximité doit être réalisé dans les quartiers, dans les avenues. Si cela n'est pas fait, je pense que ce sont des décisions qui restent sur les grandes artères, ou du moins au niveau de la ville tout simplement, mais dans les périphéries, cela n'est pas suivi et les gens continuent à mourir. Puisque le cambiste qui a été tué vers Ndocho, il était 17h 26 minutes. Donc, vous comprenez, et puis il n'était pas en pleine opération, il venait de la ville pour aller sur son lieu de travail, peut-être pour récupérer je ne sais quoi, et les gens sont venus, lui était dans le bus et les autres sont arrivés à bord sur une moto et ont tiré sur lui directement. Et cela, quand je parle de parties prenantes, nous devons retenir que la question de la sécurité n'est pas l'apanage de seules autorités au plus haut niveau. Donc c'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous. Tant que les Nyumbakumi ne sont pas impliqués dans la recherche des solutions, écoutez, je ne pense pas que toutes les décisions qui seront prises pourront donner des résultats. Il faut équiper les unités de la police qui sont déployées dans les quartiers. Mais il faut également une unité de commandement. Et vous allez rencontrer des éléments de la police quelque part. Vous leur dites qu'il y a une situation ici, ils vous disent, en tout cas, nous, on ne peut pas agir tant que nous n'avons pas l'ordre. Et voilà comment la situation sécuritaire devient très compliquée au niveau de la ville. Et moi, je me dis, il faut également que la population elle-même prenne conscience de la question sécuritaire. À un certain moment, ou sous d'autres cieux, les gens eux-mêmes sont au service de l'intelligence. On laisse des motards traverser alors qu'on les voit faire des choses ou transporter des armes. Et on les laisse partir. Mais sous d'autres cieux, c'est la population elle-même qui doit alerter, si pas prendre même des mesures et attraper ces genres de personnes. Un exemple banal que je peux donner, c'est qu'il y a une semaine ou deux, un jeune a été transporté par moto à partir de l'Instigo ici, et le motard voulait l'amener vers Majengo. Et à partir de 2 lampes ici, le jeune homme a commencé à crier sur la moto pour dire « Au secours, je suis en difficulté » et personne ne l'a écouté. Et donc, au niveau de la population également, il y a quelque chose qui doit être fait et ne pas croire que la sécurité, c'est l'affaire des autres. J'ai toujours dit dans les émissions, quand vous croyez que le problème qui se pose, c'est l'affaire des autres, demain vous allez vous-même vous retrouver parmi ces autres. Et donc, nous devons, nous tous, nous mobiliser comme un seul homme pour barrer la route aux pécheurs, à nos troubles, à ceux-là qui perturbent notre sécurité, tout en reconnaissant que la question sécuritaire relève de la compétence de l'autorité légalement établi. Parlons de kidnapping qui monte en flèche ici en ville de Goma. C'est tout le matin qu'il faut suivre à la radio qu'il y a une personne, 2 personnes qui ont été kidnappées. Le dernier cas est celui de 3 au moins personnes qui ont fait, n'est-ce pas, quelques jours dans la brousse parce qu'on demandait de l'argent, encore pas n'importe quelle somme. Aujourd'hui, pourquoi le cas là des kidnappings peuvent monter en flèche? Parce qu'on dit qu'il y a certaines maisons de télécommunications qui sont peut-être complices parce qu'on ne sait pas sur une seule maison de communication où souvent le bandit passe pour avoir les rançons. Effectivement, c'est ce que je voulais dire. Je vais situer la question de la recrudescence de kidnapping à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'absence de l'autorité de l'État.
c'est l'autorité de l'État, puisque on peut kidnapper quelqu'un et les autorités, à cause de cette question de corruption, vous savez que pour que tel élément de la police réagisse, il va vous dire Makolo, il faut les frais de déplacement, il faut ceci. Devant un citoyen qui est en difficulté, je pense que l'autorité qui est incarnée par ces services de sécurité, on ne devrait pas attendre qu'il y ait de l'argent. Ça, c'est un élément important que les gens doivent reconnaître. Il y a les autorités qui n'ont pas la culture de défendre sa population. Le deuxième niveau, c'est au niveau de la justice. On attrape le kidnappeur. Puis relâché. Et le lendemain, ils sont relâchés en disant, en tout cas, il n'y a personne qui est venu se plaindre. Et puis, ces kidnappeurs ont l'argent. Ils donnent l'argent. Et donc, on revient sur cette mauvaise pratique de corruption qui bat son plein au niveau des autorités, au niveau de la justice. Et ils sont relaxés, ils sont relâchés. Et le lendemain, ils continuent leur sale besogne. Et d'ailleurs, quand vous les attrapez, ils vous disent, en tout cas, vous qui vous allez vous attirez la foudre de ces bandits. Vous allez vous attirer la foudre et vous allez sortir ridicule puisque je vais revenir. Et d'autres de dire où sont les preuves. Quelqu'un, je profite de ce micro pour féliciter les autorités coutumières des SAC qui sont en train de faire un travail de qualité. Mais quand vous rentrez dans la logique avec les OPJ, directement le chef de localité de Matembe qui a attrapé, cette nuit il a attrapé le 3e kidnappeur. Et les OPJ voulaient déjà commencer à les faire sortir dans moins de 48 heures. N'eût été l'arrivée de l'administrateur du territoire de Masisi, ces kidnappeurs seraient déjà relaxés ce matin. Alors que la femme qui a été attrapée à Luhonga a accepté que c'est elle à qui on remet l'argent. Et donc vous comprenez que cette situation-là, elle est entretenue au premier niveau par les éléments de la police et de l'armée, qui sont en quelque sorte complices. Il y a la justice qui ne fait pas réellement, qui ne fait pas convenablement son travail avec ce virus de corruption. Et je me demande, les Congolais, quand est-ce qu'ils vont aimer ce pays? Quand est-ce que nous aurons des hommes qui aiment les Wazalendo Tutawato Shawapi? Ça c'est une question que je me pose chaque jour. Puisque quand on vous donne la justice et que vous attrapez quelqu'un qui malmène toute la province dans le phénomène kidnapping et vous le relaxez. Quelqu'un qui prend un enfant de 2 ans. À ça qu'il y a eu même un enfant de 6 ans qui a été kidnappé, on a demandé l'argent. L'argent a été libéré, plus de $500 qui ont été libérés, mais malheureusement, le matin, on retrouve l'enfant dans une toilette déjà tué. Donc, le deuxième niveau, c'est le niveau de la justice qui ne fait pas correctement son travail. Et le troisième niveau, ce sont les réseaux de communication. Pourquoi seulement au niveau des RTL? Pourquoi ça? Avec l'ARAM, nous, on croyait que ce ministre-là va nous aider à considérer, à retrouver ce qui nous malmène, puisque quand le ministre est capable de retracer la chaîne de ces gens-là qui nous pillent, qui volent, qui nous prend l'argent, qui kidnappent les gens, nous on croyait qu'il sera capable de dire regardez à tel endroit, c'est là que se sont cachés les types, puisqu'il y a le map qui se retrouve dans les téléphones. On pouvait en un clin d'œil retrouver ces gens-là qui sont en train de nous malmener. Mais pourquoi seulement c'est sur le réseau RTL que l'on dépose l'argent, que l'on appelle pour demander votre personne, c'est nous qui les gardons, envoyez-nous 5 000, envoyez-nous 50 000. Pourquoi seulement le réseau RTL? Et pourquoi les autorités ne prennent pas de mesures pour fermer ce réseau-là et épargner les Congolais?
Moi, j'étais à Kampala où RTL fonctionne, j'étais en Tanzanie, RTL fonctionne, j'étais à Nairobi, RTL fonctionne, mais vous ne pouvez pas retrouver ce qui se passe sur RTL au Congo. Ça ne se fait pas. On ne peut pas donner des cartes sans savoir qui les achète. Est-ce qu'ils le font parce que pour favoriser leur business, parce qu'avec la transaction monétaire, ils sont dans le business? Et il y a les commissions qui sont récupérées et ça c'est très grave. On ne peut pas sacrifier toute sa population à cause d'un réseau de communication, de télécommunications qui a besoin de ces commissions-là. Et donc nous devons exiger à l'État congolais, et à ce niveau-là, le ministre lui-même, qui est en train de nous faire payer la rame et qui voit tout ce qui se passe sur le réseau RTL et qui ne prend aucune disposition, c'est tout simplement ce que je viens de dire. C'est une complicité toute faite. C'est une complicité totale. Et ça, à mon avis, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous devons demander la démission pure et simple de ce ministre. Et nous devons demander le départ, la fermeture de ce réseau RTL. Et je me demande où sont les Congolais, puisque les Congolais devaient se prendre en charge. Lorsque l'État a échoué, à ce niveau-là, on doit prendre des dispositions pour dire niet à ces réseaux-là, étant donné que c'est un réseau qui favorise le mal du Congolais. Le kidnapping, le pillage systématique des Congolais. Je parle ici de ces amis du CICR qui ont été kidnappés il y a peu. Tout ça, ce sont des choses, des gens qui sont au service de la population, mais qui sont malmenés par ce malfrant, oui, à cause de commissions qui profitent à une petite classe. Et comme nous parlons de la recrudescence de l'insécurité en ville de Goma, nous savons très bien qu'à la société civile, il y a toujours des solutions. Aujourd'hui, face à tout ce que nous traversons aujourd'hui en ville de Goma, quelle est la solution pour mettre fin, n'est-ce pas, à l'insécurité, ou bien tenter de diminuer avec les cas d'insécurité en ville de Goma? Écoutez, il faut avoir un gouvernement responsable. Donc là, il n'y a pas un gouvernement responsable. Jusque-là, sur le plan sécuritaire, je dirais que le gouvernement n'a jamais été responsable, puisque nous avons dit au départ que le chef de l'État, avant de décréter l'état de siège, il fallait se rassurer qu'il y a les moyens, donc l'argent, qui va accompagner les gouverneurs, les administrateurs de territoire, les chefs de chefferie. Cet argent devait être là. Il fallait que cette fameuse commission DDRRCS devait être opérationnelle. Ça fait plus de 6 mois aujourd'hui que le coordonnateur a été désigné, mais jusque-là, il n'est pas en fonction, on ne voit pas. Et il fallait savoir le nombre d'effectifs qui devaient faire face aux bandits armés. Malheureusement, vous avez constaté avec moi que le gouvernement a fait recours à l'armée ougandaise. Et aujourd'hui, je suis surpris d'apprendre que le gouvernement fait en même temps appel à la police ougandaise. Ça reste encore de rumeurs. Je vous dis, quand ça commence à passer sur les réseaux sociaux, les rumeurs, c'est aussi une source d'information qu'il ne faut pas négliger. Est-ce que c'est important, si ça s'avère être vrai? Écoutez, si ça s'avère être vrai. Écoutez, je ne pourrai jamais, je n'ai même pas peur d'être contredit, mais j'aurais lancé l'alerte en disant que si on fait appel à l'armée ougandaise, c'est bon, mais le chef de l'exécutif ougandais, le président Yoweri Museveni, pour ne pas le citer, a dit ceci: lorsqu'un État responsable fait appel à un État étranger pour sa sécurité, c'est un État qu'il faut comparer au virus de SIDA. Et là, il faisait allusion au Soudan du Sud. Et donc, lorsque nous avons... Et là, c'était avant que nous, on ne fasse appel à l'armée ougandaise pour venir nous aider. Ça signifie qu'il nous compare, l'État congolais à un virus du Sida. Et aujourd'hui, ça circule. Ça circule. La police rwandaise.
on va encore vers la police rwandaise. Ce n'est pas une faiblesse de notre police, alors la police police congolaise vient en renfort? Je n'ai jamais été d'accord que nous avons une police faible ou une armée faible. Nous avons des autorités faibles. Nous avons des autorités qui n'aiment pas ce pays. Puisque si les autorités donnaient les moyens, si les autorités arrivaient à déplacer ces militaires qui sont soupçonnés d'être en intelligence, en connivence avec les ADF, ces autorités qui sont en intelligence avec les FDLR, si on pouvait les faire partir de cette partie du territoire national et les amener ailleurs, malheureusement aujourd'hui, vous allez voir d'autres militaires qui viennent et qui sont à Mubambiro aujourd'hui, qui viennent de Kamina, vous allez voir que ce sont les mêmes. Les anciens rebelles du M23, les anciens rebelles de CNDP, les anciens rebelles du M23, c'est eux qu'on amène. Et je me dis, vous les amenez dans la zone où ils ont été bourreaux. Et les M23 ont traversé à Kimoka ici, il y a moins de 2 semaines. Vous alertez, il n'y a personne qui vous écoute. Et donc, je me dis, si tout cela n'est pas mis ensemble, nous sommes ce que Yoweri Museveni a dit, et nous ne sommes pas différents du Soudan du Sud, virus du sida, si pas virus de corona, puisque nous ne voulons pas nous-mêmes protéger nos propres populations. Donc, ces autorités-là, ne dites jamais dans vos émissions que nous avons une police faible. Cette police-là n'est pas dotée en... Mais et si on envisageait amener ces policiers rwandais, c'est pour quelle cause? Parce que l'autorité a compris que la police est faible. Écoutez, j'alerte, je fais une alerte aux citoyens congolais que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est tout simplement le plan de la balkanisation qui est en train de se matérialiser, puisque le Rwanda qui nous a attaqués à plus de 2 reprises, il y a moins de 2 mois, ce n'est pas à celui-là qu'il faut chercher la solution sur le plan sécuritaire. Et si on le fait, ça signifie qu'on l'autorise de venir occuper, de venir Putawara Kwasiraha, de venir faire tout ce que le Rwanda veut faire sur le sol congolais, le pillage des ressources, le maltraitance des citoyens et pourquoi pas l'infiltration pour créer d'autres rébellions. Et les gens ne doivent pas avoir des mémoires courtes. Le Rwanda a accompagné le RCD Goma. Après le RCD, le Rwanda a accompagné le CNDP, le M23. Et aujourd'hui, certains groupes armés qui sont là, même les FDLR qui sont de l'autre côté, qui sont en train de détruire le parc et tout, certains sont des FDLR fabriqués par les Rwandais pour déstabiliser les sols congolais. Et aujourd'hui, on amène la police pour venir renforcer ceux qui sont déjà là. Et donc, attendons voir, mais les gens diront que le petit Thomas d'Aquin nous a alertés. Malheureusement, nous ne l'avons pas écouté. Je lance cette alerte aujourd'hui pour dire le pays est en danger, la province est en danger. Il faut que les citoyens essayent de regarder dans le bon sens pour barrer la route et à cette manœuvre qui va se créer aujourd'hui. Thomas d'Aquin Moïti, le plaisir était pour nous de vous recevoir dans cette émission sur la chaise. Merci pour votre disponibilité dans notre émission. Écoutez, c'est moi qui vous remercie et encore une fois, toutes nos condoléances à cette population de Goma, victime de cette barbarie. La population du Nord Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu. Et moi, quand je suis dans ces émissions, je peur de parler seulement du Nord Kivu et de l'Ituri, puisque ce qui se passe au Sud Kivu, ce qui s'est passé il y a 2 jours au Maniema, avec plus de 38 femmes violées par 2 groupes armés qui se sont battus sur le sol de la province, ce qui se passe avec les Mboro et consorts, au Bazouélé, au Hotouélé, ce qui se passe au Bakongo et au Kasaï ne me laisse pas
dire que c'est seulement le Nord Kivu et le Nord Kivu et l'Ituri qui sont en insécurité. C'est toute la nation, c'est tout le pays qui est en proie de l'insécurité. Et il faut que les Congolais agissent pour ne pas subir ce qu'on va appeler dans les jours qui viennent l'auto-proclamation. Ça va venir avec l'armée ougandaise, avec la police rwandaise. Je vous assure, le début du commencement de la balkanisation est en cours d'exécution. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de partager, merci de visualiser et surtout merci de vous abonner. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.